Salut à tous, c'est Constant qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pen Thunder. Épisode un petit peu spécial, puisque à la manière de l'épisode qu'on avait fait sur la NBA Cup, on va revenir sur les 4 matchs qui ont opposé le Thunder face au top 3 de la conférence Est. Voilà, avant un probable bilan de mi-saison qui va pas tarder, puisqu'on approche tout doucement, mais très rapidement de la mi-saison malgré tout. On va se dire, bon, OKC a joué son stretch de match le plus difficile de la saison. C'était l'occasion d'en parler, l'occasion de le débriefer. Et pour cela, je suis accompagné de Charlie. Charlie, comment vas-tu? Eh ben, écoute, ça va super. Pour ceux qui me reconnaissent pas, voilà, j'avais prévenu dans l'épisode du Thunder Quiz qu'il y allait avoir un changement capillaire. Voilà, je suis plus Josh Giddey. Ah, plus je C'est dis. fini ces histoires. J'ai pas non plus la coupe à Kenrich malheureusement. Mais à Tu part te ça, tout rapproches va de Pierre bien. là. Ouais, je Niveau me coupe de rapproche de cheveux, tu te Pierre. rapproches C'est de vrai, Pierre. Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Mais non, sinon tout va bien. Voilà, le OKC continue de carburer. On va en reparler de toute façon. J'en profite pour vous souhaiter bonne année. Voilà, j'avais pas pu le faire la dernière fois que j'étais là, c'était pour le Thunder Quiz. On était encore en Sainte 2024. Voilà, je Mm. vous souhaite une bonne année et plein de bonnes choses. Ouais, l'occasion, moi aussi, de vous souhaiter une bonne année à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, puisque j'avais pas fait sur l'épisode FAQ, j'avais zappé. Voilà, une bonne année Ça 2025 craint, à vous. ça craint. Bien évidemment, la santé, qu'elle soit physique ou mentale, parce que les deux sont importants. Puis après, la réussite dans vos projets, quels qu'ils soient, et surtout un petit, du bonheur. Mais voilà, une très bonne année à vous. Et puis aussi, vous remercier, puisqu'on approche là aussi doucement, mais sûrement des 1000 abonnés. Donc voilà, on sait que c'est un petit peu un palier, on n'y est pas encore tout à fait, mais on s'en rapproche assez rapidement. Donc voilà, merci pour votre fidélité, pour l'épisode sur EJ Mitchell qui a très bien marché, l'épisode FAQ qui a bien marché aussi. Donc voilà, merci à vous de nous soutenir et d'être toujours aussi présent, peu importe le contenu qu'on propose. Et justement, pour continuer à suivre nos contenus, vous pouvez vous abonner partout. Justement sur YouTube, pour ceux où ce n'est pas encore fait, vous pouvez laisser des petits pouces, mettre des petits commentaires si la vidéo vous plaît, etc., etc. Pensez à nous suivre sur Twitter, à nous suivre sur Instagram. Allez, follow la chaîne sur Twitch, où on reviendra très bientôt pour faire un live, je pense, probablement bilan de mi-saison. Enfin voilà, abonnez-vous partout. De toute façon, on est sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, 5 étoiles sur Apple Podcast. Enfin bref, vous savez, vous connaissez la démarche à suivre. Pas besoin de faire 14 minutes sur ça. Donc, on va partir sur le premier sujet avant de parler des 4 matchs, des 4 derniers matchs du Thunder. La mauvaise nouvelle, on l'a appris hier, c'est l'absence pour une durée assez longue d'EJ Mitchell, une blessure à l'orteil. On en avait parlé dans l'épisode FAQ avec Tom, où Tom était plus optimiste que moi sur le retour d'EJ Mitchell. Moi, j'étais plutôt prudent et effectivement, m'attendais pas à ce que ce soit une réévaluation entre 10 et 12 semaines. Donc, EJ Mitchell qui va être absent minimum jusqu'au mois de mars. C'est un coup dur, Charlie, je vais te lancer sur ça. C'est un coup dur pour deux raisons. La première, pour EJ Mitchell, déjà, parce que Pierre avait fait une vidéo dessus. On voyait qu'il était clairement en train de prendre un rythme, de prendre en confiance et qu'il était clairement en train de monter d'un certain niveau. Donc, c'est embêtant pour lui. Et puis, bien sûr, c'est embêtant pour le Thunder, puisque le Thunder avait quand même besoin de ce qu'apportait Jay Mitchell en sortie de banc. Et ça veut dire aussi que OKC n'aura pas eu un effectif entièrement en santé. Je compte pas Nicolas Topic, parce que quand tu l'as drafté, tu savais très bien qu'il n'avait pas joué. Mais OKC n'aura pas eu un effectif en santé jusqu'au mois de mars, donc pendant la quasi-intégralité de la saison régulière. Et ça montre que malgré tout, tu as réussi à survivre avec un effectif largement sujet aux blessures. Ouais, tout à fait. Ben, déjà, on ne remercie pas Pierre, voilà, qui a porté l'œil à AJ Mitchell avec sa vidéo. Je vous invite quand même à aller voir la vidéo. Justement, vous pouvez voir un petit peu tout ce qu'apportait AJ Mitchell au Thunder et aussi la bonne surprise que ça a été. Voilà, on en Mm. a parlé en long et en large dans tous les précédents podcasts. Mais enfin, moi, j'avoue, j'ai vu la news, j'étais quand même très choqué. 10-12 semaines pour un orteil, je m'attendais pas à autant. C'est un coup dur déjà pour lui parce que c'était déjà la surprise de la saison. On ne s'attendait pas à le voir à ce niveau. Je ne sais pas si lui s'y attendait, mais en tout cas, il avait vraiment trouvé une place dans le roster en jouant à un très haut niveau. Voilà, un joueur qui en plus avait confiance en lui dans son jeu et dans ses capacités. Donc c'est triste pour lui de le voir coupé dans une phase aussi ascendante. Maintenant, après, j'espère pour lui et je ne doute pas qu'il va revenir plus fort. Heureusement, c'est l'orteil, c'est pas une blessure très grave non plus. Mm. Mais après, comme tu l'as dit, oui, ça a aussi un impact pour OKC
parce que AJ Mitchell avait vraiment commencé à creuser son trou, notamment avec la seconde unit où c'était un joueur qu'on n'avait pas, on n'avait pas ce profil en fait au sein du roster, un joueur capable de porter la balle, capable de tirer à 3 points, même si c'était un faible volume. C'est celui qui avait tout de même le meilleur pourcentage à 3 points du roster. Euh, Aussi capable d'apporter un peu de playmaking, un joueur assez complet. Donc c'est sûr, c'est un coup dur. Maintenant, on espère qu'on pourra le revoir un petit peu à la fin de la saison, histoire qu'il se remette en jambes et qu'il puisse être là en playoff. Est-ce qu'il aura une place dans la rotation en playoff? On ne sait pas. Mais en tout cas, on espère qu'il va bien revenir. Ouais, c'est ça la problématique, puisqu'il y a ce côté où tu te dis, tu commençais à construire une dynamique avec AJ Mitchell en tant que porteur de balle en sortie de banc. Tu avais l'association avec J-Dub qui marchait plutôt pas mal. Enfin voilà, tu commençais à trouver un petit peu des rotations, on va dire, avec ta seconde unit. Je dis pas des automatismes parce que la seconde unit prenait quand même des pilets assez sévères, mais au moins, tu étais un peu de. Il faisait partie de ceux qui t'amenaient une certaine stabilité avec la seconde unité. Effectivement, ne plus l'avoir pendant 3 mois, ça va être impactant parce qu'il va falloir réorganiser les rotations. En plus, OKC n'est pas non plus au niveau du backcourt. Il y a Alex Caruso qui est toujours blessé, même s'il ne va pas tarder à revenir, puisqu'on l'a vu s'entraîner avec les joueurs hier soir. Donc je pense que c'est une question de jours avant le retour d'Alex Caruso, mais il ne va pas t'apporter la même chose que ce que t'apportait Jay Mitchell. Effectivement, pour lui, bah, tu vas revenir, en gros, allez, dans le meilleur des cas, tu vas revenir début mars, mi-mars. Il va Mm. rester un mois de saison régulière. Alors, le point positif, potentiellement, c'est qu'OKC peut tellement avoir de l'avance au niveau du classement qu'en fait, les 2 dernières semaines de saison régulière, elles peuvent juste servir à remettre en jambe Jay Mitchell, où tu fais, bah, vas-y, tu Ne vas pas parlons pas jouer. trop vite. Ne parlons Non, pas non, trop bon, vite. là, pour Mais le bon, coup, il y a quand même une avance significative. je touche du bois, je suis comme chez J-Dub en conf de presse, je touche du bois, mais bon, l'avance c'est quand même assez colossal. Après, voilà, chez Loop 3 semaines, ton avance disparaît comme neige au soleil. Mais voilà, au moins, tu peux avoir ce côté où potentiellement, si OKC venait à avoir de l'avance, tu peux avoir 2 semaines pour un peu remettre en jambe AJ Mitchell. Mais c'est embêtant pour lui parce que ça coupe complètement dans le rythme. Après, lui, au moins, il va pas subir de rookie wall. Au moins, il y aura, parce qu'il va jouer autant de matchs que sur une saison NCAA, même s'il n'a pas évolué en NCAA. Mais voilà, au moins, sur ce point-là, il va pas souffrir de la fatigue. Et puis, il y a un autre point, on en avait parlé quand on avait fait l'épisode des FAQ, c'est son contrat. On sait que Casey avait un roster spot de libre puisque Brendan Carson a été coupé avant que son contrat devienne garanti. Tout le monde se disait, bon, bah, le contrat va être pour lui, sauf que bah, ça repousse un petit peu l'échéance puisqu'il n'y a plus la règle des 50 matchs joués comme on l'avait évoqué avec Tom, puisque bah, il ne va pas jouer pendant 3 mois. Et il y a cette optique de se dire, s'il met 3 semaines à revenir, est-ce qu'il va vraiment avoir son temps de jeu en playoff? Est-ce qu'il va vraiment faire partie de la rotation, comme tu l'as dit? Donc, on va voir comment ça va se passer. Au niveau de son contrat, je suis allé checker parce qu'on en parlait juste avant. Tu peux convertir le contrat d'un tour en contrat standard jusqu'au dernier jour de la saison régulière. Donc, Hmm. mi-avril. Donc, tu as un peu de temps avant de convertir son contrat. Je pense que son contrat sera converti. On parle pas non plus c'est pas les croisés, c'est pas le tendon d'Achille, c'est un orteil, quoi. Donc, c'est un peu. En gros, c'est un peu semblable pour moi à la blessure qu'avait subi Hartenstein. C'est pas une grosse blessure, c'est une blessure qui est handicapante, quoi. Et Ouais, je tout à pense fait. que, tu vois, contrairement à Chet où il y avait. Euh, il sera réévalué, enfin, il y aura reprise des activités d'ici 8 à 10 semaines. Et là, je pense que Jamie Sell, ce sera un petit peu comme Hartenstein. Je serais surpris si au bout des 10 ou 12 semaines, il y a encore une absence prolongée derrière. Je pense qu'on le reverra au niveau du temps qui a été donné, même s'il sera réévalué. Je pense que 10 à 12 semaines, ce sera le moment où il reviendra. Ouais, mais tu regardes, Hartenstein, il est même revenu avant ce qui était annoncé. Ouais, un peu C'est avant. des blessures, voilà, la main, le doigt, les orteils, où tu as une chance que ça évolue bien et que tu puisses revenir plus tôt. Là, je pense que il vise quand même assez large, avec entre 10 et 12 semaines. Mais, mais ouais, c'est sûr que c'est embêtant, surtout que c'était un joueur pour un rookie qui était quand même assez régulier dans ses performances. Et c'est vraiment dommage de le couper dans cet élan. Mais bon, Mm. c'est le sport. Ouais, ouais, mais qui était aussi solide et enfin, qui t'amenait assez peu de rookie mistakes, assez peu d'erreurs, j'ai envie de Ouais, dire. tout Donc, à fait. mais voilà, le Thunder fera ça. De toute façon, le Thunder fait avec les blessures depuis le début de saison, même si, voilà, comme j'ai dit, on n'est plus très loin du retour d'Alex Caruso, en espérant que ce retour fasse plus que 3 matchs, contrairement au précédent retour d'Alex Caruso. Et ça y est, on voit Chet Holmgren qui commence à faire un petit peu le zouave avec Kenrich Williams sur le parquet.
on n'est toujours pas proche d'un retour. Je pense qu'il, sans vouloir tirer trop de conclusions ou sans vouloir être un voyant de mauvais augure, mais je ne pense pas qu'on le reverra d'ici au moins le mois de février. Mais tu vois qu'il n'y a plus les béquilles, tu vois que voilà, il commence à petit à reprendre l'activité. Je pense que pour Chet, la bonne idée à se donner, c'est qu'il va essayer de revenir après le All-Star break, quoi. C'est possible. Moi depuis l'annonce de sa blessure, je me dis il va être là après le All-Star break. Moi, j'ai Comme ça. toujours l'espoir, je caresse le 12 espoir, mais qui n'est qu'une illusion, d'un retour sur le match fin janvier à Golden State. Vraiment, où il revient avec la musique de Stone Cold Steve Austin Ah en mode ouais, je fin suis de retour janvier. là, Fin janvier, c'est pour chaud. assassiner les Warriors, où vraiment il revient en disant tiens, Andrew Wiggins, là, je te retrouve, là, tu m'as blessé. Ouais, Le premier match où je reviens, c'est face à toi. Je crois que c'est le c'est 27 janvier. le 29 janvier, là. Je suis en Pardon, train le de 29 regarder. janvier au Chess Center, là. Chet Ouais, qui revient putain. avec la musique de Stone Cold en disant Guess who's back? Et moi, ça me ferait mourir de rire, mais non, je pense que je suis plutôt comme toi, je serais plutôt sur un retour post-All-Star Break. Ouais, je pense aussi. Mais voilà, et on parle du All-Star Break justement qui est leader aussi, rapidement au niveau du vote chez les guards. Normal, hein, puisque Luka Doncic est blessé et que Stephen Curry fait pas une saison extraordinaire non plus. C'est un peu logique, j'ai envie de dire, que chez Gilgeous Alexander soit leader au niveau des votes. Il est que 7e de toute la NBA au niveau des votes. Il y a Giannis, il y a Jokic, il y a LeBron, il y a KD. Il y a beaucoup de joueurs qui sont devant lui au niveau des votes. Même Wemby n'est pas très loin d'avoir autant de votes que Shea, mais voilà, continuez à voter si c'est pas déjà fait pour Shea, mais là aussi on touche du bois, hormis blessure, on se dirige quand même vers une place de titulaire acquise pour Shea Gilgeous-Alexander, même si avec leur nouveau format de All-Star Game, là on sait pas trop comment ça va se passer au niveau des titulaires et des remplaçants, mais ça c'est un autre débat. Bon. Ouais, clairement. On va passer du coup au cœur de notre épisode, à savoir les 4 derniers matchs d'OKC, puisque c'était le stretch le plus difficile, en tout cas sur le papier de la saison du Thunder. On peut même remonter jusqu'à la fin d'année 2024 avec le match face à Memphis. En gros, du match face à Memphis jusqu'à celui face aux Knicks, c'était le stretch qu'on regardait en disant oh, les 7 matchs là, ils sont costauds, il faut quand même les enchaîner. Finalement, par un concours de circonstances, notamment des blessures, que ce soit du côté de Memphis, que ce soit du côté des Clippers où tu n'avais pas James Harden, tu t'es retrouvé avec des matchs qui étaient relativement, et j'insiste sur le relativement plus simple, puisque face aux Clippers, tu t'es retrouvé mené de 16 face à Memphis. Bon, tu as plutôt déroulé, mais voilà, ça n'a pas toujours été si facile que ça. Toujours est-il qu'OKC termine ce stretch en 6 victoires, une défaite. La seule défaite étant face aux Cavs, et les Cavs qui ont mis officiellement fin à la série de 15 wins de suite du Thunder. Pour eux, être sur 11 victoires, non, 12 victoires de suite, 11 victoires de suite, j'ai déjà oublié. 11. 12 victoires de suite. Bah, Non, parce qu'ils ont... là, ils sont à 12, mais au Oui, moment où on a joué contre eux, ils étaient à 10, donc ils sont passés à 11. voilà, c'est ça. Les Cavs qui sont officiellement sur 12 victoires de suite. Et OKC, potentiellement, si les Cavs venaient à battre 2 fois Indiana, auraient l'occasion de mettre fin à la série de 14 victoires de suite des Cavaliers au Paycom Center d'ici une semaine, dans une revanche qui est déjà attendue par beaucoup d'observateurs, tellement le premier match a été d'une très bonne facture. Mais ça, on en reparlera après. Et voilà, Charlie, je voudrais te lancer un petit peu sur ton avis général, vraiment sur les 4 matchs, même si on peut un tout petit peu déborder sur Memphis, Minnesota et les Clippers, même si c'est pas vraiment le sujet. Victoire face au Nietzsche, bien sûr, Nietzsche, le philosophe, grand basketteur. Victoire face aux Knicks avec un quatrième quart de gala. Victoire face aux Celtics avec un quatrième quart lui aussi de gala. Une défaite face aux Cavs dans un match de très bonne facture et un démontage complet des Knicks au Madison Square Garden dans la nuit qui vient de se passer. Quel est ton ressenti sur ces 4 matchs-là? Comment tu as senti OKC face au top 3 de la conférence Est? Bah, comme tu l'as dit, on attendait quand même ces 4 matchs. C'est quand même pas rien. C'est le top 3 de la conférence Est, qui fait d'ailleurs partie du top 5 de la NBA globale. Et aussi, c'est le top 3 offensive rating. Donc, en gros, les 3 meilleures attaques de la ligue. Donc, tu les joues 4 fois d'affilée, sachant que les Knicks, tu les joues en lendemain de match face aux Clippers, il me semble. Ouais. Un match face aux Clippers où t'étais pas non plus hyper serein. T'as fait un énorme troisième quart-temps pour te sécuriser la victoire. Mais non, après mon ressenti, enfin voilà, j'avais beaucoup d'attentes. Je me suis dit, c'est là qu'on va vraiment tester notre défense qui est élite, qui est numéro 1 de la ligue, face à des attaques vraiment très costauds, qui plus est à l'Est.
Mais non, mon ressenti, évidemment, il est quand même très positif, étant donné que sur le stretch de 4 matchs, tu finis en 3-1 et tu perds face aux Cavs qui, dans un match serré, qui est la meilleure équipe de la ligue depuis le début de saison. Hem, Après voilà, je vais commencer à parler, en en défense du coup. Ça a été, sur certains matchs, notamment contre les Knicks, contre les Celtics, un petit peu à deux visages. Voilà, on a souvent eu une première mi-temps un peu compliquée et des ajustements en deuxième mi-temps, pour ensuite vraiment cadenasser l'attaque adverse et remporter la win. Bon, le match face aux Knicks où on les a tabassés d'entrée, donc ça, c'était même pas un sujet. Contre les Cavs, ça a été plus compliqué, mais déjà, il y a eu un niveau défensif et une intensité qui m'a plu. Offensivement, on en reparlera. On a retrouvé de l'adresse, ce qui est quand même quelque chose qui nous a permis, je pense, évidemment, de remporter des matchs et de tenir le match face aux Cavs. Jusqu'à maintenant, on s'est plaint de l'adresse, notamment des role players qui était très faible. Aujourd'hui, on a vu Wiggins, notamment dans ce quatrième quart-temps face aux Knicks où il a été excellent, mais même sur le reste des matchs, il a été présent et adroit. Isaiah Joe a retrouvé de l'adresse hier soir face aux Knicks en plantant l'un des meilleurs matchs de sa carrière. Kayson Wallace retrouve aussi des couleurs en termes d'adresse et même offensivement généralement. Donc offensivement, tu as vraiment eu des role players qui ont commencé à mettre dedans. J-Dub, on en reparlera, qui sur certains matchs, on a l'impression que c'est un role player. Sur certains matchs, on a l'impression que c'est le retour et que c'est un All-Star. Et Shai, qui joue à un niveau de MVP sur tous les matchs, depuis le début de la saison et sur ces 4 matchs particulièrement parce que c'est des grosses affrontations, parce que c'est des grosses confrontations. Pardon. Ouais, t'as dit beaucoup de choses, mais pour revenir sur le point initial, un petit peu le ressenti au global, moi je suis assez satisfait de ce qu'a montré le Thunder, même si je suis pas pleinement satisfait. Je suis assez satisfait puisque il y a quand même beaucoup de situations. On a vu quand même certaines lacunes dans le jeu du Thunder, dans la construction du roster du Thunder, face à des équipes que tu peux potentiellement rencontrer en finale NBA, hein. Enfin, on va être très honnête, si jamais, et là aussi je touche du bois, si jamais OKC venait à sortir de la conf Ouest, ce qui est loin d'être une évidence malgré tout, tu as assez peu de chances que l'équipe qui sort de l'Est ne soit pas une équipe qui ne s'appelle pas ni les Cavs, ni les Knicks, ni les Celtics, hein. Donc, Attention le Magic, attention les oui, Bucks. bien sûr, ouais, super, super. Non, non, mais voilà, c'est potentiellement un finaliste NBA que tu vas rencontrer. Tout à fait. Donc, oui, c'était intéressant de voir comment le Thunder allait réagir face à ces confrontations-là. Je voudrais dire que, hormis le dernier match face aux Knicks, le match de cette nuit, qui est un match un peu à part parce que les Knicks avaient visiblement pas envie de jouer au basket cette nuit. Enfin, ils n'étaient pas dedans. Je n'ai pas compris ce qu'ont tenté les Knicks. Enfin, ils n'ont rien tenté, mais j'ai pas compris l'état d'esprit avec lequel s'étaient ramenés les Knicks cette nuit. Les 3 matchs, ça a quand même souffert. Les 3 matchs, ça a quand même eu des situations où tu étais mis dos au mur, ou en tout cas, tu étais bien poussé dans les cordes et tu as su réagir. Le match face aux Celtics, le match face aux Knicks, tu as su réagir. Le match face aux Cavs, tu as réagi, mais ça n'a pas été suffisant. Mais tu as quand même vu que tu n'étais pas forcément un rouleau compresseur comme tu peux l'être face à d'autres adversaires et tu es dans une période où tu es un peu moins en mode rouleau compresseur que ce que tu as pu être sur certains stretches de la saison. Où voilà, le match face aux Clippers, c'était mené de 16, le match face aux Wolves, c'était mené de 13. Enfin, tu fais beaucoup de comebacks. Et notamment, c'est le premier point que j'ai envie de te citer et sur lequel j'ai envie de te questionner, Charlie, pour qu'on rentre un peu plus en détail. Typiquement, il y a des points qui vont se croiser sur certains matchs, notamment le match entre le premier match face aux Knicks et le match face aux Celtics. C'est les premières mi-temps compliquées défensivement pour le Thunder, puisque la première mi-temps face aux Knicks, tu encaisses 66 points, où les Knicks tirent à 59% au tir et 41% à 3 points. Et le match face aux Celtics, c'est un peu la même problématique, puisque tu encaisses 65 points avec des Celtics pardon, qui tirent à 51% au tir et seulement à 6 sur 22 à 3 points. La maladresse des Celtics, on en reparlera. Mais voilà, moi, le point sur lequel je voudrais te lancer, Charlie, avant qu'on parle des deuxièmes mi-temps et des ajustements qui ont pu être faits pour que le Thunder puisse remporter ces 2 matchs, c'est OKC, pour la première fois de la saison, ou en tout cas pas très loin, semblait ne pas avoir de réponse défensive
d'une part face à la physicalité des Celtics, avec notamment leur jeu de post-up, avec le fait qu'ils trouvaient systématiquement un joueur plus petit et qu'ils arrivaient à l'enfoncer, que ce soit avec Jalen Brown, que ce soit avec Kristaps Porzingis, que ce soit avec Jason Tatum, et du côté des Celtics, avec un effectif qui te posait énormément de problèmes, puisque tu avais le jeu à mi-distance de Jalen Brunson et que tu avais Karl Anthony Towns qui était capable de te punir. Donc, Charlie, toi, est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter, j'ai envie de dire, de la capacité du Thunder à tenir ses équipes quand on voit les difficultés que tu as pu avoir sur une mi-temps tout entière? Pour moi, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Je pense pas, mais est-ce il faut regarder ce qui s'est passé, essayer de s'ajuster comme tu l'as fait d'ailleurs en deuxième mi-temps, c'est Mm. sûr. Faut pas effacer ce qui s'est passé en première mi-temps et dire c'est pas grave, on a réussi à gagner le match. Il y a quand même eu de vraies lacunes qui ont été visibles, comme tu l'as dit, en termes de physicalité. Alors évidemment, on n'est pas au complet, il nous manque un certain Bien Chet sûr. Holmgren, mais de toute façon, on le sait, on fait comme ça et on était au moment où on affronte les Knicks sur 13 wins de suite, record de franchise. euh, Ah, bon, on était là-dessus. record de franchise, wink C- wink, hein, puisqu'il y a eu une Certes, défaite. Hein. Bon, bref. certes, mais bon. En tout cas, tu as été performant et tu es devant au classement et tu as un excellent bilan avec cette équipe. Donc, tu peux pas te plaindre non plus des absences. Mais c'est sûr qu'il il y a des lacunes qui ont été montrées, notamment face aux Knicks et même face aux Celtics, comme tu l'as dit, euh, qui ont réussi à cibler nos faiblesses défensives, même s'il y en a peu. Typiquement, Isaiah Joe, dès qu'il rentre face aux Knicks, Michael Bridges le poste, Jalen Brunson le poste, il y a une action qui est significative de l'apport qu'est censé avoir Isaiah Joe des deux côtés du terrain. Euh, il a un grand 3 points ouvert qui rate, et l'action juste après, tu as Jalen Brunson qui le poste, il fait une petite feinte et il marque ses 2 points. Donc là, je prends Isaiah Joe comme exemple, mais Kayson Wallace s'est aussi fait poster, même si c'est un excellent défenseur. Hmm. Et également le meilleur joueur du roster, Jalen Williams, qui, dès qu'il rentre, dès qu'il rentre sur le terrain, c'est 2 points. Donc voilà, Denio est obligé de faire avec lui, mais vraiment, il y a un écran sur lui, il drop, et ça fait 2 points parce que Jalen Brunson soit va réussir à trouver Towns ou même Achua, parce que c'était Achua qui était sur le terrain face aux Knicks, face aux Celtics. C'est pareil. Quoique encore les Celtics, j'ai trouvé qu'ils l'ont moins ciblé, parce que les Celtics, c'est un peu une équipe qui va jouer son jeu et qui va même pas trop regarder ce qui est en face de toi, qui va prendre ses 3 points, qui va jouer son post-up et qui va te rouler dessus parce que c'est une grosse attaque. Après, tu as quand même Jason Tatum et Jalen Brown qui t'ont fait un boulot en première mi-temps. J'ai d'ailleurs pas trop compris OKC qui a beaucoup changé les match-up défensives sur la première mi-temps. On Tu as reparlera eu. du switch show là, après, t'as- notamment pour le match face aux Cavs. On en Ouais, reparlera. notamment face aux Cavs, mais voilà, tu switches beaucoup et au final, t'as personne qui réussit vraiment à tenir ses duels. Euh, et ouais, tu te fais défoncer, tu te fais défoncer physiquement. Et heureusement, tu as une réaction, mais on en reparlera tout à l'heure. Ouais, bah, on peut même quasiment en parler maintenant, mais pour revenir sur ce que tu as dit défensivement, pourquoi les Celtics sont pas ciblés Jalen? Bah, parce qu'il est grand et qu'ils ciblaient plutôt les petits, contrairement au match face aux Knicks où c'était. Les Knicks ciblaient pas systématiquement les petits pour jouer du post-up, mais en tout cas, ils essayaient d'exploiter les mismatchs quels qu'elles étaient. Donc, il y avait le manque de mobilité de Jalen, où il y avait la petite. Alors que Boston, c'est vraiment concentré sur de la physicalité et sur je vais punir les match-ups plus petits que moi parce que Boston a vraiment des joueurs qui sont quasiment tous plus grands en fait, poste pour poste que les joueurs d'OKC. Et même en termes de qualité athlétique, tu as des joueurs qui sont beaucoup plus stock, hormis Lou Dort et potentiellement J-Dub. Du côté de Boston, Boston a toujours un avantage physique. Mais voilà, cette première mi-temps face aux Knicks où, franchement, il y a un stretch là, le stretch où OKC prend le bouillon là sur les 2 dernières minutes Deuxième de la quart. première mi-temps. Tu as Oui, l'impression que oui, l'attaque oui, n'arrive oui, plus à rien. clairement. Tu as l'impression que la défense pardon, n'arrive plus à rien et que tu n'as aucune solution pour stopper cette attaque d'Enix. Tu Mm. prends quelque chose comme 15 points en 3 minutes 30. Enfin, vraiment, c'est une infamie. Et là, tu te dis, OK, là, ça va être difficile parce que tu vois que Josh Hart te met des trucs à 3 points. Tu vois que Michael Bridges, il met des pull-ups à mi-distance. Enfin, voilà, tu te dis comment on va essayer de trouver la solution. Et la solution, j'ai envie de te relancer sur ça, Charlie, c'est que OKC a
essayer de miser sur ses forces. Alors, ça m'a moins frappé sur le premier match face aux Knicks que le match face aux Celtics, où le match face aux Celtics, typiquement, il y a demi-temps parce que OKC s'est bien adapté et aussi parce que Boston a un peu renié son plan de jeu en seconde mi-temps. Mais le match face aux Knicks, où les Knicks passent de, comme j'ai dit, quasiment 59% au tir à 36% en deuxième mi-temps. Donc voilà, sur cet aspect-là, je trouve que tu as quand même le côté où tu as une équipe qui a su s'adapter et qui a su s'adapter en misant un petit peu sur ses forces, à savoir, malgré tout, la protection de cercle et essayer de limiter ce qui a pu faire mal en première mi-temps sur cette équipe des Knicks avec le jeu à deux, notamment avec Karl Anthony Towns et Jalen Brunson. Enfin, on a beaucoup moins vu, je trouve, Karl Anthony Towns en deuxième mi-temps que ce qu'on a vu en première mi-temps. Et quatrième quart-temps, que tu remportes 37-19, typiquement, tu vois quasiment que Jalen Brunson et tous les autres joueurs des Knicks complètement éclipsés du schéma offensif. Ouais, tout à fait. Bah, déjà, OKC a élevé le niveau en termes d'intensité. Moi, je nous ai trouvé beaucoup plus soft en première mi-temps qu'en deuxième. Et tu parlais du fait que Towns a été beaucoup plus discret en seconde mi-temps. Il faut savoir que c'est J-Dub qui a défendu sur Towns, qui est poste 5 pendant tout le match et d'ailleurs également sur le deuxième match. Mm. J'aurais quand même aimé voir ce que ça donnait de mettre Hartenstein sur Towns et du coup J-Dub sur Josh Hart qui jouait poste 4 dans le 5. Mm. Mais j'ai trouvé que J-Dub c'est hyper bien adapté et qui a vraiment donné du fil à retordre à Towns. Même s'il se faisait enfoncer physiquement, il avait des bonnes mains, il y a eu aussi des bonnes aides et aussi des très bonnes rotations défensives. Il y a eu beaucoup moins de tirs ouverts de la part des Knicks en deuxième mi-temps. Ils ont beaucoup moins mis dedans, ils étaient beaucoup moins en confiance. On a aussi provoqué comme à notre habitude, un bon nombre de pertes de balles, j'ai trouvé, et on l'a aussi vu face aux Celtics, Mm. Plus Boston, moi, où que les Knicks qui m'a frappé. justement, c'est pour ça que j'en parle, mais ouais, face aux Celtics, t'as Kayson, t'as Dort qui t'intercepte des balles, t'as même Isaiah Joe qui s'y met, et t'arrives en plus, du coup, offensivement, à trouver de la confiance, que ce soit face aux Knicks et face aux Celtics, parce que tu parviens à marquer des paniers en transition, à planter quelques 3 points, et ça aide forcément aussi d'être en confiance en attaque pour mettre de l'intensité en défense. Mais ouais, tout simplement, tu as élevé ton niveau et notamment les role players. J'ai trouvé Isaiah Joe, j'en parlais qu'en première mi-temps, il s'était fait dominer. Il a rejoué en deuxième mi-temps. Je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant, beaucoup plus combatif face aux Knicks et notamment face aux Celtics. Donc non, c'est sûr, OKC a tout simplement joué sur ses forces de meilleure attaque de la ligue, de meilleure défense de la ligue, Ouais, pardon. c'est meilleure attaque, c'est Meilleure assez bas. attaque un jour peut-être, mais bon, on sera champion NBA hein, si ça arrive. Mais, Possible. mais oui, voilà, tu joues sur tes forces et ça paye. Après, voilà, ça repose pas que sur ça. Je pense que face aux Knicks, dans le quatrième quart-temps, si t'as pas ce coup de chaud d'Aaron Wiggins, tu le prends pas. Parce que quand même, dans le troisième quart-temps, t'es quand même mené de 10 ou 12 points, il me semble. Donc Ouais, ouais, il y a même plus de 10 points si, d'écart. même si tu as resserré la vis en défense, tu es loin d'avoir pris le match. Et tu as quand même après ouais, ce coup de chaud d'Aaron Wiggins qui te sauve. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir vu sur ces deux matchs des ajustements et des réactions de la part d'OKC qui, que de se faire enfoncer, a su réagir, même si, comme tu l'as dit, face aux Celtics, voilà, la maladresse la maladresse de Boston à 3 points fait que tu arrives aussi à creuser l'écart et à prendre de la confiance. Parce que, comme tu l'as dit, ouais, les Celtics ont un peu renié leur jeu, alors qu'ils auraient, au lieu de forcer à 3 points, auraient dû jouer un peu plus à l'intérieur comme ils l'ont fait en première mi-temps, notamment sur Porzingis, etc. Mais non, les deux réactions dans ces matchs sont vraiment intéressantes. On va rester sur le premier match face aux Knicks, mais tu as parlé justement de ce quatrième quart-temps avec effectivement l'explosion d'Aaron Wiggins qui est le game changer littéralement sur ce quatrième quart-temps puisqu'il met 15 points à 5 sur 5 au tir et 4 sur 4 à 3 points.
C'est vraiment le Aaron Wiggins game qui sort d'absolument nulle part, comme le deuxième match face Sonic, c'est le Isaiah Joe game qui sort un petit peu de nulle part. Voilà. Mais au-delà de ça, moi j'aimerais un petit peu souligner, parce qu'effectivement, il y a l'explosion offensive d'Aaron Wiggins. Tu commences le quart-temps, tu es à -8 et tu as 6 points de suite de J-Dub. C'est un point où Tout à on fait. va en reparler aussi, notamment quand on va évoquer le match face aux Cavs, où J-Dub, on peut le critiquer parce qu'il n'est pas très bon. Et là, justement, sur ce match face aux Knicks, et ce début de quatrième quart-temps, j'avais un peu l'impression de retrouver le J-Dub qu'on pouvait avoir l'an passé, à savoir le King of the Force, où tu avais vraiment J-Dub qui était capable de prendre le jeu à son compte et qui était capable de permettre au KC, sans forcément de remporter les minutes sans chez Gilgeous-Alexander, au moins de rester dans le match. Et c'est un petit peu ce ressenti que j'ai eu sur le match face aux Knicks, où on a vu J-Dub prendre le jeu à son compte, essayer de sanctionner sur des lancers francs, essayer de sanctionner sur du mid-range, enfin voilà, un petit peu le registre du J-Dub de l'an dernier qu'on connaissait. Et après, tu as l'explosion offensive d'Aaron Wiggins, avec le retour de Shea aussi, qui est plutôt pas mal dans ce quatrième quart-temps, notamment à la passe où il voit qu'Aaron Wiggins est chaud et du coup, il va essayer de le trouver. Enfin, vraiment, le playmaking de Shea dans le quatrième quart-temps face au Knicks, ça a été très bon. Et voilà, moi, ce que je voudrais noter, au-delà de vraiment l'explosion offensive et voilà, en deuxième mi-temps, tu tires à 10 sur 16 à 3 points. Enfin, on reparlera de l'adresse aussi, mais je trouve que au moins sur cette mi-temps-là, et c'est même un petit peu un ressenti au global que j'ai sur les 4 matchs, tu commences, je dis bien tu commences, parce qu'il y a encore beaucoup de défauts, mais tu commences, j'ai l'impression, à trouver un semblant de rythme et un semblant d'apport offensif d'un petit peu tout le monde. Alors, ça va être encore une fois à confirmer, mais j'ai l'impression qu'on est peut-être un petit peu moins dans le Shai Gilgeous-Alexander Show que ça pouvait être le cas sur le mois de décembre, début du mois de décembre, fin de mois de décembre, là, le match face aux Wizards et le match face aux Pacers, ce type de match où Shai est absolument indécent. Là, Shai est toujours indécent, mais petit à petit, j'ai l'impression que ça trouve son rythme offensivement chez certains joueurs, et même si ce n'est pas toujours les mêmes joueurs en fonction des matchs, tu as moins de situations où tout le monde est mauvais. Alors que là, on va dire que tu en as qui sont mauvais, mais tu en as qui petit à petit commencent un petit peu à se montrer. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. Bah, je le disais au début, voilà, les role players se sont un petit peu réveillés, se sont un petit peu montrés. Vous en parliez dans le podcast FAQ, on n'aura pas un joueur fiable à chaque match qui va te planter du 3 points, qui va t'amener de la création pour lui-même. Donc voilà, faut espérer qu'un des role players pète un petit peu à chaque match. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur ce stretch, hein. Bah voilà, l'exemple d'Aaron Wiggins face aux Knicks et d'Isaiah Joe aussi face aux Knicks, voilà, c'est le parfait exemple. Tu as aussi Cason Wallace face au premier match Cap. contre les Knicks, c'était pas le cas, mais face aux Celtics, il se montre déjà beaucoup offensivement et face aux Ouais, Cavs et le match aussi. face aux Cavs, il est très bon. Face aux Cavs, il est très bon. Je crois qu'il a 3 sur 3 à 3 points et 6 sur 8 au tir, un truc comme Je ça. crois qu'il a 5 sur 5 à 3 points, Kayson Wallace, le Ah, match face aux 5 sur Cavs. 5. Je vais vérifier la formation, mais il me semble que c'est 5 sur 5 Kayson Wallace à 3 points. Ah Non, ouais, 3 sur 3, tu as raison, je dis des bêtises. 3 C'est moi sur qui dis des 3, il me bêtises. semblait, ouais. Excusez-moi. Il me Il semblait. était peut-être à 5 Mais, sur 5 au tir à un mais, moment. mais, mais, mais même face aux Celtics, je l'ai trouvé impactant parce que les paniers qu'il marque sont dans des runs et dans des moments où tu as besoin de panier. Je me rappelle, il marque un moment un tir en transition sur Jrue Holiday, il marque aussi un N1. C'est des gros paniers qui relancent un peu l'équipe. Et comme tu l'as dit aussi pour J-Dub, j'ai dit que du coup contre les Knicks, il avait été très bon défensivement. Offensivement, ça a été le cas en seconde mi-temps parce que la première mi-temps est désastreuse. Oui. Et c'est un peu ce qu'on peut reprocher à J-Dub depuis le début de saison. C'est parfois d'être bon en première mi-temps, d'être mauvais en deuxième, d'être bon en première mi-temps et inversement en deuxième. C'est jamais assez constant. Sauf face aux Cavs, où là, on l'a vu bon dès le début et bon presque jusqu'à la fin, parce que dans le clutch, il est un petit peu discret. Euh, mais oui, on a besoin de ce J-Dub qui, comme tu l'as dit l'année dernière, se montrait énormément en début de quatrième quart-temps pour plier le match. Et par exemple, face aux Celtics, on a un J-Dub qui commence bien le match. Je me dis, ah, ça va être un bon match de J-Dub. Il marque un 2 points, un 3 points. Il va bien se lancer. Et après, on le revoit plus du match. Il prend que 10 tirs. Donc, il y a Mm. vraiment, pour J-Dub, il y a vraiment cette comment dire,
faut vraiment qu'il trouve son rythme et il faut qu'il trouve cette régularité pour marquer ses points et un petit peu à tous les moments du match. Sachant que les 2 derniers matchs, on en reparlera, sont de très bon augure pour la suite parce qu'il a quand même été régulier. Et quand tu regardes les matchs qu'il a fait avant, on lui a beaucoup tapé dessus. Voilà, on espère qu'on a retrouvé le J-Dub qu'on veut au plus haut niveau. Ah, j'espère que oui, c'est plus role-player J-Dub, quoi. J'espère C'est qu'on a ça, retrouvé Jalen c'est ça. Williams. Mais effectivement, ça va nous amener au match face aux Celtics, qui est peut-être la plus belle victoire de la saison. Il y en a eu, hein. Moi, j'ai souvenir de la victoire face aux Clippers, vraiment le match après la blessure de Chet avec Shake en mai 45. Enfin, vraiment, c'était une sensation très forte de dire ah, t'es quand même capable de gagner des matchs. En plus, le scénario est fou. Enfin, c'est un super match. Mais en dehors de ça, ouais, j'ai pas. Voilà, t'as des comebacks face aux Wolves, t'as même le quatrième quart face aux Knicks. La victoire est très belle, mais le match face aux Celtics, tu sentais que c'était un match qui était attendu. En plus, c'était un match pour nous, Européens, c'était un match à Ouais. 21h30. Donc, vraiment, tout le monde était devant. En tout cas, beaucoup plus de gens étaient devant que si le match avait été programmé à 2h du matin. Tu as le comeback. Enfin, Boston te démonte la tronche en première mi-temps, puis ne met que 27 points en deuxième mi-temps. OK, ici, avant le match de cette nuit, puisque Boston est dans une phase un peu compliquée là où ça perd un peu à tir larigot. OK, ici, avant la défaite de Boston face aux Kings cette nuit, était la seule équipe à avoir limité Boston en dessous de 100 points. Les Kings l'ont fait, donc du coup, il y a 2 équipes qui ont fait ça. Et là, Boston marque que 92 points, j'ai envie de dire. Et puis surtout, moi, il y a un aspect qui m'a frappé. Et quand on parlait d'adaptation d'une mi-temps à l'autre, typiquement, c'est ce qui s'est passé sur le match face à Boston, où Boston, en première mi-temps, tire à 12 sur 14 au cercle, sachant que OKC est la meilleure défense du cercle de toute la NBA. Donc là, tu t'es fait démolir en termes de fréquence, parce qu'ils sont beaucoup allés au cercle. Ils tentent, combien de tirs ils tentent en première mi-temps? Il y a 45 tirs. Donc en gros, tu as, allez, 25% de leurs tirs, un peu plus même de 25% de leurs tirs qui sont tentés au cercle, et avec une efficacité délirante. Par contre, en deuxième mi-temps, tu divises par 2 leur nombre de tirs au cercle et ils en mettent que 2. Ils sont que à 2 sur 7. OKC a fait le pari, peut-être un petit peu audacieux, j'ai envie de dire, de laisser tirer Boston à 3 points. Alors, il y avait des tirs qui étaient contestés, on va être d'accord, hein. Boston n'a pas loupé que des tirs wide open, hein. Même s'il termine à 9 sur 46 à 3 points, ce qui est famélique, il y avait des tirs ouverts, on va être d'accord. Mais il y avait des tirs qui étaient un petit peu par dépit, comme ce qu'avait pu faire OKC lors de la série face à Dallas. Il y avait des tirs qui étaient par dépit, il y avait des tirs de Derrick White à 9 mètres, il y avait des tirs de Jalen Brown à 9 mètres parce que Boston ne trouvait pas de solution. Et je trouve vraiment que OKC a été très fort en deuxième mi-temps pour dire OK, on s'est fait démonter. Et du coup, on va changer nos systèmes en disant bon, bah, en fait, c'est plus Kayson Wallace qui va venir aider, ça va être côté faible. Et puis, comme ça va être côté faible, ça va forcément libérer quelqu'un qui est dans le corner, mais du coup, on va avoir des rotations qui vont être beaucoup plus agressives et beaucoup plus rapides. Enfin voilà, je trouve que OKC a très bien trouvé les solutions pour limiter Boston. Et même si tu as été forcément aidé par la maladresse à 3 points de Boston, au moins pour leur priver l'accès au cercle, tu as été très bon dans ce domaine-là. Et j'ai l'impression que Marc Denault en a aussi parlé en conférence de presse. Typiquement, il a changé Lou Dort d'attaquant, le joueur sur lequel il devait défendre. Il est passé de Jalen Brown, enfin, il passait de défendre Jason Tatum à défendre sur Jalen Brown. Donc je trouve que sur cet aspect-là, il y a aussi le côté où tu vois que Boston a montré certaines limites, et notamment Jalen Brown, où Jalen Brown, il t'a démonté des défenseurs qui étaient plus petits que lui. Par contre, quand il est tombé sur Lou Dort et quand il est tombé sur Kenrich Williams qui fait un taf défensivement sur le match face à Boston, qui est excellent, il ne pouvait plus rien faire. Parce qu'il n'avait plus le déficit, enfin, il n'avait plus l'avantage athlétique, il n'avait plus l'avantage de taille. Et Jalen Brown, en deuxième mi-temps, c'est 0 points, 0 rebond, 0 passe, 2 turnovers, 0 sur 7 au tir. Enfin, c'est catastrophique la deuxième mi-temps de Jalen Brown. Et Charlie, moi, je vais te relancer sur ça. Je trouve que, oui, il y a la maladresse à 3 points des Celtics, mais surtout, il y a le côté où OKC a su fermer l'accès au cercle et empêcher Boston d'accéder au cercle, contrairement en première mi-temps. Ouais, mais tout à fait. Tout à fait et tu les as aussi poussés à prendre des 3 points et qui étaient pas non plus les plus confortables. Tu l'as dit, il y en avait des wide open, mais je crois Porzingis, il prend quelque chose du genre 5 ou 6 3 points. Il en met Mmh. peut-être un alors qu'on l'a vu beaucoup plus à l'intérieur en première mi-temps. Il a bouffé Hartenstein là-dessus et là, voilà, on a décidé de les laisser tirer, de les laisser se prendre un petit peu à leur propre jeu parce que Boston, c'est une équipe qui est excellente à 3 points maintenant depuis plusieurs années. Ils savent qu'ils peuvent les mettre et voilà, ça a payé pour nous
en étant très agressif déjà de base sur le porteur de balle et sur les lignes de passe, et en fermant énormément l'intérieur, en allant aider, en faisant des rotations très agressives. Vraiment, je vous invite à retourner voir la deuxième mi-temps. C'est vraiment oppressant Mm. à quel point OKC est là sur tous les joueurs. Moi, j'ai vraiment apprécié l'intensité qu'on y a mis. Et, et surtout ouais, j'ai trouvé Hartenstein beaucoup plus impactant sur cette deuxième mi-temps. Voilà, il a mis quelques contres, il a, il a provoqué des pertes de balles, etc. Alors qu'en première mi-temps, j'ai vraiment eu l'impression qu'il se faisait manger un petit peu malgré lui parce que évidemment c'est le seul poste, le vrai poste 5 de l'équipe, et il est déjà au four et au moulin. Mais sur la deuxième mi-temps, je l'ai trouvé excellent. Et après, pour revenir un petit peu globalement sur la deuxième mi-temps, comme tu l'as dit, pour moi, c'est le meilleur match de la saison en termes de frissons. Voilà, on a cette action dans le Réaction de quatrième l'année déjà. quart-temps où Shea contre Tatum en contre-attaque, il se retrouve avec la balle dans les mains et il envoie Hartenstein en alley-oop qui postère Derrick Derek White. White. En plus, après, il s'embrouille et tout. Enfin, c'est Mm. magnifique. Magnifique. Tu as aussi, comme tu l'as dit, Lou Dort qui Lou Dort, fait bien un sûr. taf monstrueux sur Jaylen Brown, qui, dans le quatrième quart-temps, Prend feu. il prend feu. Il fait déjà cette interception où il finit tout seul au Mm. cercle qui est. Tu te demandes comment tu peux avoir autant de haine pour aller la chercher, celle-là. Il va vraiment la chercher dans les mains alors que c'est vraiment super loin du cercle. Et Ouais. ensuite, il te plante 3 points alors qu'il en a pas mis un du match. Je crois avant de mettre ses 3 points, où il en met 4. Non, 3 ou 4, je ne me rappelle Il plus. en met 4 en Il en deuxième met, mi-temps. il en met 4 en deuxième mi-temps, il en met 3 Oui. dans le clutch. Je crois qu'il a 0 sur 4 ou 0 sur 5. Mm. Donc voilà, ça prouve l'abnégation du type. Et comme tu l'as dit d'ailleurs pour le match face aux Knicks, le playmaking et le clutch, et de toute façon le match de Shea est exceptionnel face aux Celtics. Mm. Il voit que Dort en met 2-3 points, et c'est sur une phase de semi-transition où clairement tu vois que Shea peut aller au cercle ou peut attaquer. Il décide de passer la balle à Dort tout seul et ça fait ficelle. Voilà, c'est hyper, ça fait vraiment du bien de voir ça. Et pour continuer un peu sur Shea, sur ce match, il a été excellent, évidemment, des deux côtés du terrain. Vraiment défensivement, au-delà du contre sur Tatum, dans les duels, je l'ai trouvé vraiment présent, En que ce deuxième soit mi-temps. en En deuxième mi-temps, première, oui, il en se fait deuxième cibler. mi-temps. En première Ouais, ouais, mi-temps, il se fait en cibler. première mi-temps, il se fait même cibler, ouais. Mais en deuxième mi-temps, il a vraiment haussé le ton, il a tenu ses duels, que ce soit on-ball et off-ball. Et offensivement, il a clairement mis les paniers au moment qu'il fallait, vraiment fait les bons choix. J'ai vraiment trouvé que c'était une perf, même si en soi, il marque quoi? Il marque 33 33. points. 33 points, les pourcentages sont OK, mais c'est pas son meilleur match statistiquement. Après, Mais c'est un dans, match où tu mets que 105 points. Donc, c'est il en ça, met 33 sur c'est un 105. match où tu mets que 105 points, et même dans l'impact des paniers, etc., j'ai trouvé vraiment la perf exceptionnelle. Et en plus, comme tu l'as dit, pour nous Européens, à une heure pareille, ça a vraiment montré que c'était lui le MVP. Bon, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais Un c'est autre mon débat avis. parce que le Serbe, il continue d'être chaud patate. Et puis, Denver est en train de remonter au classement. Enfin, ils sont à 2 défaites, il me semble, de Memphis qui est troisième. Donc, ça commence à bien se rapprocher. Mais effectivement, chez Gilgeous Alexander. Alors, moi, je trouve que le quatrième quart, il le termine un peu cramé. Parce qu'il joue 39 minutes d'ailleurs, hein. C'est un match où le OKC, pour le coup, bah, déjà OKC tourne à 9. Et c'est même pas par choix, c'est par défaut. Puisque Ousmane Dieng et Dion Jones sont enterrés en G-League, et c'est une très bonne chose. Puisque tu vas pas faire jouer Brandon Carson. Donc avec la blessure de Jimmy Michel, tu n'as que 9 joueurs disponibles vraiment dans ta rotation. Donc tu es obligé de tourner à 9. Et là, pour le coup, le match face à Boston, Shea en joue 39, Lou Dort en joue 39, Hartenstein en joue 35, Kayson Wallace en joue 35 et J-Dub en joue 35. C'est J-Dub qui en joue le moins d'ailleurs de tous les 5 majeurs. Là, tu sens que Mark Denault t'a vraiment bien tiré sur ses titulaires, plus que ce qu'il ne l'a fait pour tous les autres matchs de la saison. Effectivement, Shea, bon, peut-être qu'il a fini un peu cramé dans le quatrième quart-temps, toute fin de quatrième quart-temps, où il perd des ballons un peu bêtement. Justement, il y a le compte qu'il fait sur Tatum provient d'une perte de balle de Shea.
Donc voilà, hormis quelques turnovers, on pourra un petit peu le critiquer. Quand tu finis meilleur marqueur, meilleur rebondeur, meilleur passeur, meilleur intercepteur et deuxième meilleur contreur du match, hein, pas juste de ton équipe, du match, bon, on peut dire qu'effectivement, il a fait un match honnête. Il a fait un match honnête et effectivement, sur ce que tu as dit concernant Lugendorf, je suis complètement d'accord. C'était moi qui étais au LT sur le match face aux Celtics. À un moment, je me suis dit, j'ai pas réussi à trouver la formule, sinon je l'aurais tweeté. J'aurais dit à ce rythme-là, Lou Dort, il creuse tellement qu'il va finir par trouver de l'or. Tellement il faisait un match qui était catastrophique. Et dans le quatrième quart-temps, Lou Dort il se réveille et il nous sort une perf comme seul Lou Dort est capable de le faire, où il passe de 0 en héros en l'espace d'un quart-temps. Mais effectivement, c'est une belle perf et c'est une belle win pour OKC, même si je pense que je vais te lancer sur ça, Charlie, pour un petit peu conclure sur le match des Cavs et non, justement sur le match des Celtics, c'est pour embrayer sur le match face aux Cavaliers. Comme je l'avais dit dans la FAQ, j'estime toujours que Boston reste le favori pour remporter le titre, malgré le fait que leur saison régulière n'est pas non plus extraordinaire comme c'était le cas l'an dernier. À quel point, ça aussi je l'avais noté dans le récap, déjà c'est qu'un seul match. Et surtout, à quel point peut-on juger de la capacité du Thunder à affronter les Celtics, à être capable de rivaliser face aux Celtics, sur un match où Boston tira 9 sur 46 à 3 points. C'est-à-dire que Boston, en termes d'efficacité à 3 points, ne sont pas très bons cette année. Il me semble qu'ils sont à peine dans le top 10 en termes d'efficacité à 3 points. Enfin, vraiment, ils sont dans le milieu du paquet. Ils prennent beaucoup de 3 points, mais en termes d'efficacité, ils ne sont pas non plus si adroits que ça. Et ils sont beaucoup moins adroits que ce qu'ils pouvaient l'être l'an dernier. Mais à quel point on peut juger et à quel point on peut tirer des enseignements d'un match où Boston est, voilà, c'est ça, Boston, ils sont 14e en pourcentage à 3 points. À quel point on peut tirer des enseignements de ce match vu la pauvreté en termes d'adresse des Celtics? Bah, je pense déjà que tirer des enseignements et tirer des conclusions sur un match de saison régulière, ça reste délicat et compliqué. Maintenant, voilà, je vois où tu veux en venir. Et à mon avis, ça reste quand même compliqué étant donné que les Celtics n'ont de toute manière pas joué à leur meilleur niveau de par leur adresse à 3 points. Maintenant, il faut quand même souligner le fait que, par exemple, Lou Dort ait cadenassé Jalen Brown. C'est un fait. C'est pas une histoire d'adresse à 3 points. Le fait quand même que les tirs à 3 points, je les ai trouvés, certes, il y en avait pas mal d'ouverts, mais je les ai trouvés en fin de possession, un petit peu à l'arraché, souvent dans une position inconfortable, souvent cramé aussi. Et ça, faut quand même pas l'enlever à OKC. Maintenant, tirer des conclusions et se dire, OK, si on affronte les Celtics sur une série de playoffs en finale NBA, on va jouer avec ce plan de jeu, je pense pas. Mais je pense que c'est déjà une bonne porte d'entrée pour te dire, OK, en première mi-temps, on s'est fait avoir de cette manière en se faisant bouffer à l'intérieur, en étant, en étant dominé physiquement. On a réussi à s'adapter en essayant de leur faire prendre plus de 3 points parce qu'on sait que les Celtics, c'est une équipe qui va plus jouer le volume que l'efficacité. Voilà, tu peux au moins regarder ça et te dire on a des solutions. Maintenant, se dire que parce que tu as gagné ce match, tu gagnes une série, non. Et te dire que tu peux jouer comme ça que tu peux gagner 4 matchs comme ça, je pense pas non plus. Ouais. Alors je suis d'accord avec toi et on n'a même pas parlé du fait que Peyton Pritchard, qui est peut-être le favori pour le Six Man of Tout à the fait, Year, a tout marqué à fait, littéralement 0 points sur le match tout à fait. face à OKC, alors que Je crois il joue que 10 minutes en plus, il me ouais, semble. il joue Enfin, 11 minutes. Il joue 11 si minutes parce que on l'a pas vu. vraiment il est catastrophique alors que Peyton Pritchard est en train de mettre une piquette à toutes les équipes NBA qu'il est en train de croiser, même si lui aussi il est un petit peu victime du slump actuel au tir des Celtics puisqu'il a mis que 2-3 points sur ses 15 dernières tentatives, match face à OKC inclus. Donc voilà, mais quand même, je trouve que OKC a fait une bonne performance, une très bonne performance dans un match où là aussi il faut le souligner parce que ça m'avait marqué l'an dernier. L'an dernier, quand OKC bat les Celtics, il y a un moment où OKC passe à plus 17 ou plus 18 dans le quatrième quart. Tu as un comeback des Celtics. Et quand tu as le comeback des Celtics, tu entends des hurrahs dans la salle. Parce qu'il y a toujours des fans Mm. des Celtics. Les Celtics font partie des 3 équipes avec les Lakers et les Warriors, où peu importe l'équipe que tu joues, même si tu es à domicile, tu auras toujours des fans de ces équipes-là dans tes salles pour faire du bruit. Là, rien. Rien. J'ai pas entendu un fan des Celtics, j'ai pas entendu un hurrah cette année, j'ai rien entendu et la salle a vraiment fait beaucoup de bruit, que ce soit le match face aux Knicks ou que ce soit le match face aux Celtics.
la salle a fait beaucoup, beaucoup de bruit et j'ai vu des insiders des Celtics dire que c'est le seul match pour l'instant de la saison où ils n'ont pas entendu, à l'extérieur, ils n'ont pas entendu les fans des Celtics. C'est le seul match. Donc, moi, j'avais envie de souligner ce point-là parce que je trouve qu'autant, et on en avait parlé quand on a fait le podcast avec Clemente Almenza, qui est insider du Thunder, donc qui est sur place. Je trouvais que l'an dernier, la réputation de Loud City, le retour de Loud City était un peu surfaite. Là, je trouve que cette année, tu retrouves vraiment une salle qui commence à refaire beaucoup de bruit. Donc voilà, c'était un petit peu le point que je voulais souligner. Et après, je pense qu'effectivement, c'est difficile de tirer des conclusions sur ce match face aux Celtics en vue d'une éventuelle confrontation en finale NBA, même si voilà, je ne suis pas non plus. Je reste mesuré. Une nouvelle fois, on n'est qu'à la mi-janvier, il peut se passer encore énormément de choses avant de se projeter sur les playoffs. Quand OKC sera sorti au premier tour par Dallas qui sera 6-8, on en Non, parlera non, différemment. Mais, non. mais voilà, mais on va passer sur ce qui peut être considéré comme le meilleur match de la saison, tout NBA confondu, si on prend en compte le contexte, si on prend en compte la hype, le niveau des deux équipes. Enfin bref, le match face aux Cavs. Charlie, je te laisse le choix. Souhaites-tu parler du négatif ou du positif en premier? Ah, bah, déjà, on peut parler du positif dans le sens où, comme tu l'as bien introduit, c'était un super match. Voilà, il y avait beaucoup d'attentes. Les deux meilleures équipes de la ligue, top 1 à l'ouest, top 1 à l'est. Meilleure euh, attaque, meilleure Meilleure défense, attaque, meilleure défense. 15 Nous, on victoires de est suite contre 10, Voilà, oui, c'est 10 wins ça, de 15, suite. 15 victoires, record de franchise, ils sont à 10 wins. Voilà, deux équipes en pleine bourre. Et on peut dire que voilà, les attentes ont été tenues parce qu'on s'est régalé sur ce match. C'était 30 un changements match, de leader. voilà, 30 changements de leader. Donc un match serré euh, avec de l'impact. Même si, voilà, je vais commencer tout de suite. On a quand même senti les Cavs au-dessus. Moi, j'ai trouvé Mm. sur l'ensemble du match. Même quand on était devant, j'ai senti que les Cavs avaient de la réserve et qu'à tout moment, ils pouvaient accélérer, passer devant et nous battre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est la meilleure attaque de la ligue. T'encaisses ton plus grand nombre de points de la saison, 129. Pas vraiment surprenant que ça arrive face aux Cavs, mais quand tu la meilleure défense, voilà, ça reste important à être souligné. Mais, euh, mais non, après, on peut commencer par le positif, disons. Sur ce match, à l'inverse des deux premiers qu'on a évoqués, on s'est pas fait défoncer et ouvrir directement. On a quand même réussi à jouer un petit peu plus notre jeu et à être, et à être comment et ouais, à être positif des deux côtés du terrain. En attaque, c'était assez spécial, j'ai trouvé. On a vu beaucoup moins d'ISO, de Shea, beaucoup moins de Hero Ball, et on a à l'inverse beaucoup plus vu J-Dub qui a fait une excellente première mi-temps, une excellente partie au global, et Mm. beaucoup plus de partage de ballon. Voilà, les role-players ont tous apporté quelque chose en attaque. Je crois au bout de 10 minutes de jeu, tous les joueurs qui étaient entrés avaient marqué au moins 2 points. Oui. Donc il y a vraiment eu une marque qui était répartie. Et au global, une performance offensive que j'ai trouvée très satisfaisante. T'as toujours trouvé des solutions, que ce soit en transition, que ce soit sur jeu placé, euh, notamment avec Hartenstein qui t'a, comme d'habitude, donné des bons écrans et qui t'a permis de scorer grâce à J-Dub qui l'a beaucoup servi. Voilà, Hartenstein finit à 18 points, quelque chose comme ça. Ouais. Kayson Wallace, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, qui a rentré ses tirs et qui a été impactant offensivement. Aaron Wiggins, pareil. Donc voilà, si je pouvais te donner déjà un premier point positif, ça serait l'attaque que j'ai trouvé satisfaisante. Tu finis quand même à 122 points euh, dans un match où le rythme était quand même assez élevé et où tu t'es quand même, notamment au troisième quart-temps, où je crois que les deux équipes marquent plus de 40 points, 43-41. 43-41, tu te fais un petit peu avoir au jeu offensif des Cavs, c'est-à-dire à essayer de faire un peu du coast-to-coast à celui qui marquera le plus vite, ce qui n'est pas vraiment ton jeu, où toi tu vas plus essayer de te concentrer sur la défense, à provoquer des pertes de balles et à essayer de marquer toi en transition.
Mais non, quand même, offensivement, c'était satisfaisant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le niveau de jeu en attaque était satisfaisant. Tu finis à 59,4 de FG. Je me demande, je pense que tu as dû en avoir, mais pas énormément, des performances, des marques plus hautes au cours de la saison à l'EFG que ce match-là. Et comme tu l'as dit, Cleveland avait, on en parlera après, mais Cleveland avait un plan de jeu qui était quand même très axé sur très axé sur, on va éviter que chez Gilgeous-Alexander soit vraiment le dépositaire du jeu où tu lui laissais jouer ses ISO, mais t'envoyais quand même beaucoup de trappes, t'envoyais quand même beaucoup de blitz et au-delà même d'envoyer des trappes ou des blitz, t'essayais de ne pas lui faire avoir la balle très tôt et t'essayais Tout à fait. d'instaurer d'autres choses. Ce qui crée des brèches dans le jeu offensif, parce que comme tu l'as dit, combien de situations tu as eu après où tu avais un drive de J-Dub, où J-Dub était relativement ouvert et du coup, il servait à un flotteur pour Hartenstein. Enfin, tu as vraiment eu beaucoup de situations. J-Dub, il termine à 9 passes. Tu as eu beaucoup de situations où J-Dub avait un semblant d'écart, en tout cas avait une défense un peu moins forte et un peu moins agressive que ce que Shea a pu avoir. Et du coup, ça a beaucoup servi à Zaire Hartenstein. Globalement, c'est les deux qui, offensivement, font un bon match. Parce que voilà, Shea il termine à 31 points. Bon, il brique un peu en première mi-temps, il tente 18 tirs, il termine à 7 sur 18. En deuxième mi-temps, il est bon et tu le vois un petit peu moins. Mais il y a vraiment cet aspect où, ouais, je trouve qu'on a eu une attaque qui était là aussi, qui était relativement collective, puisque tu as 5 joueurs qui terminent à 10 points ou plus. Bon, tu as Ludort qui passe un petit peu à côté, mais chez Gilgeous-Alexander a contribué, J-Dub a contribué, Kayson Wallace a contribué, Hartenstein et Aaron Wiggins, tous ces joueurs-là ont scoré plus de 10 points. Donc effectivement, tu es dans une situation où tu t'es livré à une bataille offensive face aux Cavs. Bon, ça n'a pas suffi, mais effectivement, le troisième carton est quand même un régal à regarder. Alors oui, on peut dire, ça défend pas, mais quand tu as une équipe qui termine à 70% au tir du côté de KC et quand tu as une équipe qui termine à 57% au tir du côté de Cleveland, bon, tu te demandes du coup pourquoi OKC a seulement 2 points de plus que Cleveland sur le carton quand je vous cite les pourcentages. Parce qu'il y a les rebonds off, il y a les 3 points du côté de Cleveland sur le troisième carton. Mais effectivement, je trouve qu'il y a cet aspect où OKC a su livrer une performance offensive et même si tu perds, c'est pas si frustrant que ça. Enfin, il y a des victoires cette année qui m'ont plus frustré que la défaite face à Cleveland. Mm. Et surtout, ça fait pas de mal, pour être très honnête, de voir un match où OKC est capable de se livrer à une bataille d'adresse, en tout cas une bataille offensive face à la meilleure attaque de NBA. Tu perds, hein, mais tu perds que de 7, sachant dans le quatrième quart-temps, tu ne mets plus rien en attaque sans Chet Holmgren chez eux. J'ai envie de dire que la défaite, elle est frustrante parce qu'évidemment, tu as envie de gagner tous les matchs. Surtout, c'était vraiment le match qui était marqué comme le plus gros match depuis le début de la saison, la plus grosse affiche, donc forcément, tu le perds. Mais voilà, moi j'étais ni énervé ni frustré à la fin de match de par cette défaite. Je me suis dit, ok, tu as perdu contre une équipe qui était plus forte que toi, comme tu l'as dit, mais tu as quand même eu un beau match et tu as livré bon nombre d'arguments qui peuvent te laisser un petit peu, qui peuvent te donner de l'espoir pour les séances à venir, notamment le rematch d'ici une dizaine de jours, même si tu n'auras pas Chatham Rembo. Voilà, sur l'aspect offensif, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf le quatrième quart-temps où OKC n'a tout simplement pas su attaquer la zone de Cleveland et j'ai l'impression que c'est un peu une problématique chez plein d'équipes NBA, on va être très honnête, pas juste Cleveland, enfin pas juste OKC face à Cleveland, mais voilà, quatrième carton, tu scores seulement 20 points alors que tu en mets 43, 32 et 27 sur les trois cartons précédents, 2 sur 6 à 3 points et le dernier 3 points, c'est le 3 points d'Azaya Joe, il reste 5 minutes dans le quatrième quart et après tu ne mets plus un seul 3 points. J-Dub qui disparaît complètement en fin de quatrième quart-temps, où il tente que 3 tirs et dans des situations où tu aurais un peu envie qu'il prenne le jeu à son compte, il fait des passes à chef. Enfin voilà. Charlie, toi, quel est un petit peu ton ressenti sur ce quatrième quart-temps où on parlera de comment OKC n'a pas su justement lutter défensivement face aux Cavs. Les Cavs ont trouvé la solution de se dire, bah tu sais quoi, on a Ty Jerome, on a Darius Garland, on a Georges Niek, on a Max Strus, on a des profils sur lesquels, pour le coup, OKC peut attaquer en termes de match-up physique. Eh ben, on ne va pas laisser ces joueurs être exposés, on va lancer de la zone et OKC a été incapable d'y répondre. Ouais, tout à fait. T'as été figé dans le quatrième quart-temps, là où dans le troisième quart-temps, il y avait un rythme effréné où tu scorais à tout va. Après, voilà, c'est aussi, voilà, les cases marquent aussi beaucoup moins dans le quatrième quart. C'est aussi le rythme qui veut ça. Mais ouais, tu t'es clairement fait figer. Comme tu l'as dit, J-Dub, j'en ai fait les louanges pour ce match parce qu'il a été bon tout le match, sauf
5-6 dernières minutes où vraiment il disparaît Mm. et on le voit plus. Shea a aussi eu du mal à se montrer, même il a quand même provoqué quelques lancers. C'est limite le seul qui a un petit peu essayé de perforer cette zone. Ouais, Euh, Lou Dort aussi. Mais du coup, ouais, en mal, Lou Dort, mais Lou Dort a essayé. Lou Dort a essayé et a marqué un panier, vraiment, je sais pas comment c'est un panier à la Lou Dort. Un Ouais. panier à la Lou Dort, mais je crois pas que c'était dans le quatrième quart, ça d'ailleurs. Non, il me semble pas. Je crois que c'était dans le C'est troisième. les mi-distances pourries de Lou Dort Ouais, dans ouais, le. ouais, ouais. Mais ouais, il y a aussi le fait que, à mon avis, sur cette défense de zone, on n'a pas assez réussi à trouver Hartenstein, que ce soit poste haut, poste bas ou en hub comme il le fait à chaque fois. J'ai vraiment trouvé qu'on a peiné et pour moi, c'était la clé pour attaquer cette zone. De toute façon, pour attaquer une zone, il faut toucher à l'intérieur. Mm. Et Kenrich Williams, d'habitude, le fait bien. Il a cette expérience, et il sait se déplacer et trouver les bons spots pour être libre sur une zone. Là, on l'a pas vu. Euh, Ouais, il jouait écoute, pas, de toute façon. voilà. Donc, Il a dû jouer au début. Je il crois, joue 4 minutes, même pas. il a joué 3-4 minutes, mais voilà, on l'a pas trop tenté et il s'est pas trop montré, ce qui est dommage. Mais oui, complètement, on n'a pas réussi à attaquer cette zone et c'est ce qui nous a fait défaut. Tandis que de l'autre côté, ils, ils ont réussi à nous attaquer. On va revenir, je pense, sur l'aspect défensif euh, de la part de Casey, mais ils ont réussi à nous attaquer mieux que nous, alors que nous, on n'a pas tellement changé notre manière de faire, même si on a essayé de blitzer à la fin, à la fin du match dans le clutch, ce qui n'a pas du tout marché, ce qui a plutôt Non. ouvert la brèche à Darius Garland et compagnie. Mais bon, je partage ton avis quand tu dis que j'étais pas non plus frustré à la fin du match, sachant que tu as quand même réussi à tenir offensivement face à la meilleure attaque et de loin de la ligue. Tu peux être frustré parce que forcément, tu voulais gagner cette grosse affiche et tu voulais continuer la série de victoires. Mais bon, quand même, faut savoir rester objectif et se dire que OKC, malgré tout, a livré une performance honorable dans ce match de gala. Une attaque qui était relativement en feu du côté de Cleveland, puisqu'il termine à 15 sur 36 à 3 points, ça fait 42%. Alors oui, Cleveland est la meilleure équipe de toute la NBA en termes d'adresse cette saison, mais 42% avec des gros paniers à des moments importants. C'est-à-dire que Ouais. Max Strus, s'il termine à 5 sur 6 à 3 points, j'ai l'impression que tous les paniers à 3 points que met Max Strus, c'est les 3 points où Cleveland est derrière, et ça permet soit de les faire revenir à Mhm. -2, soit de les faire repasser devant. Enfin, Max Strus fait vraiment un gros match. Évidemment, le Ty Jerome game qui sort de out of Inévitable. fucking nowhere, mais Inévitable. c'est vraiment c'est le Pour ceux qui étaient là pendant la reconstruction, voilà, vous savez le niveau de Ty Jerome à OKC. Voilà, vous bah, c'était connaissez le très Ty bien. Jérôme de la première saison, quoi, pas de la deuxième. Ah oui, voilà, Le voilà. Ty Jérôme qu'on a vu Ouais, face à voilà. OKC, mais out of nowhere, quoi. C'est vraiment les flotteurs de Ty Jérôme qui tombent dedans. Enfin, je sais qu'il fait une bonne saison à Cleveland, mais là, les 15 points, il pique. Et honnêtement, tu as 40 points juste sur Max Strus, Ty Jérôme et Caris LeVert, alors que du côté d'OKC, bah, tu as 11 points d'Aaron Wiggins, tu as 8 points d'Isaiah Joe, mais en termes de banc, tu vois, en gros, tu as 45 à 23, quoi. Donc, la différence, elle se fait là, parce qu'on parlait de Lou Dort, moi, je l'ai un peu critiqué sur ses mi-distances un peu pourries. Il fait encore un taf sur Donovan Mitchell qui est exceptionnel. Comme d'hab, Ah hein. oui, Lou Dort, quand il monstrueux, s'agit de défendre Donovan monstrueux. Mitchell, il est toujours de très bonne qualité. 3/16 de Donovan Mitchell. Ouais, ouais. Pour, Après, Donovan Mitchell met un énorme 3 points qui fait passer Cleveland à +7 et qui certes, scelle un petit peu la fin de match. Suite à un compte justement de Evan Mobley sur Isaiah Hartenstein, qui, hormis ses push-ups en attaque, c'était déjà une problématique que moi j'avais vis-à-vis de lui lorsqu'il était au Knicks. Il manque un peu de détente sèche. Et là, tu vois, il fait le post-up sur moi. Alors, Mobley est très fort, hein. Mobley, il va être au defensive team, il va être top 5 du deep boy, mais vas-y, écrase-moi ça. Et en détente sèche, il se fait contrer. Et ça amène du coup à Isaiah Hartenstein en défense, où le pauvre, il a mangé. Alors, ah là, pour moi, il y a plusieurs trucs. On va pas non plus faire 30 minutes parce que voilà, on va essayer de quand même tout couvrir. Pour moi, il y a plusieurs trucs. Premier, les problèmes de faute de tout le monde. Les problèmes de faute de chez Alexander qui prend sa quatrième début de troisième quart. Les problèmes de faute d'Isaiah Hartenstein qui prend 3 fautes en première mi-temps.
dont une enfin, il prend 2 fautes en attaque. Il y en a une, c'est sur un écran qui est mal posé et il y en a une autre, c'est il essaye de récupérer une balle à 50-50 à 10 mètres du panier, il se fait siffler la faute. C'est des fautes que tu peux pas faire quand tu es Isaiah Hartenstein et que tu es le seul intérieur, en fait. Surtout face à Evan Mobley et à Jarrett Allen. Surtout quand C'est-à-dire c'est que Jalen ton backup. voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit surtout quand tu es le seul intérieur, parce que tu as vraiment cet aspect où tu dois te dire, en fait, tu as besoin entre guillemets de ton stock de fautes en défense et tu vas pas faire des fautes bêtes en attaque et c'est ça qui m'a un peu embêté et je trouve que du côté d'OKC sur le match face à Cleveland, en fait, tu sentais que la défense arrivait pas à faire ce qu'elle voulait et du coup, tu essayais d'être encore plus agressif que ce que tu étais habituellement, mais là, c'était trop agressif. C'était trop agressif et du coup, tu as donné beaucoup de lancers aux Cavs, les Cavs qui, tentent 27 lancers, là, OKC doit en tenter, un peu moins que 17, voilà, il y a 10 lancers francs d'écart. Je trouve que sur cet aspect-là, au niveau des fautes, ça a pénalisé l'équipe parce que tu as été obligé de te pas de te calmer, mais tu as été obligé de te contenir, notamment à partir du moment où Hartenstein prend sa 5e. J'ai un souvenir dans le 4e quart-temps d'un drive de Darius Garland où il fait un flotteur et tu sens qu'Hartenstein, il vient pas Mmh. contester parce qu'il a peur de faire faute. Je pense que s'il est à 4 fautes, s'il est à 3 fautes, il vient contester. Après, le panier aurait peut-être été inscrit, hein. En tout cas, il serait venu contester. Shea prend sa 4e. La 4e, elle est débile. Il veut faire une faute offensive alors qu'il a la moitié du pied qui est enfin, qui est dans la restricted area. Enfin, forcément, la faute, on va te la siffler, mon coco. C'est pas comme ça que ça marche pour prendre un passage en force. Voilà, au niveau des fautes, je trouvais que OKC a surtout Shea et Isaiah Hartenstein ont vraiment fait un mauvais job au niveau de la gestion de leurs fautes. Et après, l'autre point moi, que je voudrais citer, c'est sur le switch all et surtout l'incapacité que tu as eu à, à faire confiance à ta défense en 1 contre 1. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, fin de match, je ne comprends pas pourquoi tu as des situations où tu as Darius Garland qui porte la balle. Tu viens blitzer avec Kayson Wallace et un autre joueur. Généralement, c'est J-Dub. Du coup, ça libère Evan Mobley qui sert Jarrett Allen. Enfin, vous regardez Mmh. le match face aux Cavs. Evan Mobley, il termine à 7 passes. Jarrett Allen, il termine à 6 passes. Tu as 13 passes décisives pour les 2 intérieurs de Cleveland. Je trouve que j'ai pas compris en fait pourquoi tu jouais à ce jeu-là de venir blitzer, ce qui systématiquement crée un décalage où les intérieurs de Cleveland te punissaient à chaque fois. Donc j'avoue que sur cet aspect-là, je suis un petit peu sceptique parce que je me dis, en fait, on n'est pas sur des intérieurs qui n'ont pas de main, avec Jarrett Allen, avec Evan Mobley, ou qui n'ont pas de vision. Donc forcément, ils allaient te sanctionner, encore plus quand tu n'avais pas de Chet Holmgren en aide. Encore, bon, si tu avais Chet Holmgren qui pourrait venir un petit peu recovery, qui pouvait venir en aide, ok, mais là, tu n'avais pas ça, surtout que c'était généralement J-Dub qui venait blitzer, qui venait apporter la double team sur le porteur de balle. Donc j'avoue que sur ce point-là, je n'ai pas compris. Et le dernier point, avant de te redonner la parole, Charlie, c'est sur le switch all. Et ça, c'est un problème que j'ai avec plein d'équipes NBA. Tu concèdes le switch tellement facilement. Alors, je sais qu'on est en saison régulière, mais il y a beaucoup de situations où tu concèdes le switch et où je me dis, à quoi bon? Franchement, à quoi bon? Et il y a des situations où Shea il se retrouve à défendre du post-up sur Evan Mobley, où tu as Isaiah Joe qui se retrouve à défendre du post-up sur Jarrett Allen parce que tu concèdes un switch hyper facilement, hyper tôt dans la possession. J'avoue que sur ça, je me dis, à quoi bon? Vraiment à quoi bon? Donc, défensivement, tu t'es fait démonter la tronche. Au rebond offensif, tu t'es fait avoir aussi. Isaiah Hartenstein n'a pas du tout été au niveau en termes de rebond offensif. 12 rebonds offensifs pour les Cavs. Mais voilà, moi, c'est les points. Charlie, tu prends un petit peu ce que tu veux sur les points que j'ai cités. Mais moi, en tout cas, défensivement, c'est ce qui m'a vraiment marqué sur ce match face à Cleveland. Ouais, bah, t'as un peu tout dit, hein, de toute façon, mais c'est sûr que déjà les fautes t'ont vraiment pénalisé. Enfin, tu regardes en première mi-temps, Daigneault, il tente évidemment de faire rentrer Jalen qui est catastrophique, Horrible, horrible. horrible, vraiment rarement eu autant envie de taper mon écran parce que c'était vraiment un plot. Il s'est pris des alley-oops sur la tronche, Il prend un même pas le rebond. Enfin, il prend même pas le rebond. À un moment, il a vraiment dû défendre sur Mobley. Il l'a ciblé immédiatement un contre un. Enfin, à chaque fois qu'il y avait Jalen sur l'action, c'était panier dans tous les cas. Mm, Ce qui fait qu'il n'a pas joué de la deuxième mi-temps, parce que mm. Denius a quand même remarqué que Jalen, c'était cataclysmique. Mais Hartenstein avait des problèmes de faute. Donc, comme tu l'as dit, il devait se retenir et en même temps, tu vas pas faire rentrer Jalen, donc tu mettais un peu de Kenrich, ce qui Mm. était pas non plus terrible. Kenrich a aussi pris cher, mais de toute façon, face à Allen et Mobley, quand t'as pas,
quand tu n'as pas le matos, c'est compliqué de faire quelque chose. Mais c'est sûr que les problèmes de faute d'Hartenstein ont vraiment, pour moi, pénalisé l'équipe. Après, voilà, on ne peut pas lui jeter la première pierre. Il a fait ce qu'il peut. Et comme j'ai dit, quand tu as Mobley, Allen face à toi, ça reste compliqué. Mais, euh, mais après, ouais, tu l'as dit aussi, au rebond offensif, notamment dans le clutch, on se prend 3 rebonds offensifs d'affilée sur la tête, Mm. alors qu'on pourrait récupérer la balle et essayer. Je crois qu'on est à -4 à ce moment-là. Oui. Et ils ont 3 tirs, ce qui fait tourner l'horloge et ce qui fait qu'après, t'as pas la place pour revenir. C'est rageant. C'est rageant. Et je suis totalement d'accord avec toi quand tu dis qu'il y avait un surplus d'agressivité. Euh, En fait, voilà, il y a des passages où tu vas trapper un mec à la balle, tu vas le bisser alors que ça n'a pas lieu d'être. Et il y Mm. a plusieurs fois où ça t'a laissé ouvert un Max Strus qui est en feu ou un Dean Wade qui va faire filoche alors que Mm. ça n'avait pas forcément lieu d'être et que, ben, OKC, on le sait, c'est la meilleure défense de la ligue. Tu peux quand même te permettre de tenir les duels et au pire, après, tu auras une couverture. Mais j'ai pas compris pourquoi directement on a cherché à trapper, on a cherché à être trop agressif. Peut-être qu'on s'est dit que c'était la meilleure attaque et que vraiment fallait les étouffer et qu'on a joué ce pari. Mais en tout cas, ça a pas payé et ça nous a vraiment fait mal. Euh, et ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai trouvé qu'on a concédé les switches trop facilement. Il y a juste Dort qui est resté sur Mitchell tout le long parce que sa navigation entre les écrans cette saison, c'est exceptionnel et sur le match, il l'a encore prouvé. Mais à part lui, je trouvais que ouais, on a vraiment concédé les switches trop facilement. Et par ailleurs, si Kayson Wallace, il a été bon offensivement, il a mis ses tirs, etc., j'ai trouvé que défensivement, sur Darius Garland, il a quand même été en difficulté. Il s'est beaucoup fait prendre de vitesse, j'ai trouvé. Alors voilà, Darius Garland, ça reste un excellent joueur. Je ne vais pas jeter la pierre sur Kayson. Mais voilà, après, en soi, Garland, il finit à 18 points, 7 passes. C'est pas non plus des stats exceptionnelles. Mais il a beaucoup perforé la défense pour trouver des kick-outs, pour trouver ses intérieurs. Et c'était souvent parce que Kayson Wallace se faisait dépasser. On a beaucoup dû aller aider dessus. D'ailleurs, l'action dans le clutch où Kayson se fait passer par Garland et Garland finit au cercle, en est le parfait exemple. Mm. Donc, ouais, c'est sûr, c'est pas. Défensivement, on a vu des lacunes, ce qui est quand même assez rare pour OKC. On a aussi vu que c'était une très bonne attaque parce enfin, en tout cas, j'ai pas vérifié sur les stats, mais j'ai trouvé qu'on a provoqué moins de pertes de balles, on a moins marqué sur les pertes de balles. Et ce qui est quand même notre force et ce qui fait de nous la meilleure défense. Et je pense que ça aussi, ça a manqué dans le jeu de Kessie. Euh, mais voilà, oui, défensivement, c'était pas le meilleur match de la saison, mais tu étais aussi face à la meilleure attaque. Donc, et tu as aussi énormément d'absents. Je pense que si Caruso avait été là, ça aurait pu changer la donne, notamment sur Garland, je pense. Et évidemment, si Chet avait été là, ça changeait absolument tout. Oui, si Chet avait été là, on parlerait peut-être Mais pas bon, du même match. Mais bon, faut faire avec, hein. De toute façon, faut faire avec, faut faire avec. ça fait quasi 2 mois qu'il est absent, donc il va falloir faire avec. Mais pour dire un tout dernier truc sur la défense du Thunder, euh, je trouve qu'il n'y a rien de plus révélateur du fait que les Cavs savaient exactement quel plan de jeu ils allaient dérouler, que la première action du match, où il me semble que c'est un drive de Darius Garland. OKC vient aider côté faible. Du coup, ça libère Dean Wade qui est wide Mm, open à 3 tout points à dans le fait. corner et qui te plante une ficelle. C'est le plan. Si on devait résumer le match sur une action, je pense que ce serait celle-là. C'est OKC qui vient aider, ça ressort pour un mec dans les corners et ça fait 3 points. Donc, ouais, à ça, pas grand-chose à dire. On espère que le rematch sera tout aussi bon d'ici moins d'une semaine, hein, parce que OKC aura un déplacement à Washington, un déplacement à Philly, avant de recevoir Cleveland et d'aller à Dallas en deuxième meet back-to-back. Bon, ça commence à piquer un peu, mais on espère que OKC sera capable de prendre sa revanche face à ces Cavaliers. Et le dernier match de ce stretch un peu infernal, c'est la victoire face aux Knicks. Pas grand-chose à dire, hormis le fait que chez Alexander a été extraordinaire. Juste pour te lancer, Charlie, sur le dernier point, un point un peu au global. Sur les 5 derniers matchs, OKC était à 39% à 3 points. C'est une bonne adresse. Et est-ce que on peut croire à un retour de l'adresse à 3 points de la part notamment des role-players de Casey, puisque c'est illustré par ce match
d'Isaiah Joe qui termine à 8 sur 11 à 3 points. Et au-delà d'Isaiah Joe, Casey termine à 6 sur 16, il me semble, en dehors de Joe à 3 points sur le match. Donc c'est relativement honnête. Est-ce qu'on doit croire à ce retour de l'adresse tant attendu depuis le début de saison? Est-ce qu'on peut croire? Est-ce qu'on veut croire? Oui, clairement. Ah non, on veut Clairement, croire, oui. Par contre, est-ce clairement, qu'on doit y oui. croire? Pour moi, on doit y croire parce que on sait que des joueurs comme Isaiah Joe ont prouvé par le passé que c'était quand même des joueurs censés être fiables à 3 points et que depuis le début de la saison, c'est pas forcément les pourcentages et l'apport espéré. Maintenant, oui, on peut tout à fait croire que ça va revenir et d'un côté, c'est mieux que ça commence mal et que ça finisse bien pour être en forme, pour les playoffs. Après voilà, on est le 11 janvier et on shoot bien que depuis le mois de janvier. Donc faut pas non plus s'enflammer. Mais c'est sûr que c'est de bon augure pour la suite. Tu as Wiggins qui met dedans, sachant que Wiggins a quand même plutôt mis dedans depuis le début de la saison. Enfin, au début de saison, il a mis dedans. Il a eu une petite phase compliquée et là, il se remet à mettre dedans. Isaiah Joe, bon, là, le match face aux Knicks, il est sur une autre planète, clairement. 8 sur 11, c'est du délire. J'espère que ça va le lancer parce que les matchs précédents, il est pas non plus super adroit, il me semble. Je crois que face aux Cavs, il est à 2 sur 6, un truc comme ça. Mmh mh. Face aux Celtics, 2 sur 5, ce qui est correct. Et face aux Knicks, le premier match, il met pas dedans. Donc non, faut juste espérer que voilà, que ça continue. Cason Wallace qui se met aussi à mettre dedans. Jalen Williams qui met dedans, mais lui, je préfère ne pas le voir sur le terrain que de le voir mettre des ficelles à 3 points. Mais oui, évidemment qu'on peut croire à un retour de l'adresse à 3 points. Et je pense que de toute façon, c'est vital au roster parce que si OKC se met à mettre dedans à 3 points, si les role-players quand ils ont leur shoot ouvert dans le corner ou peu importe où que ce soit, si on met dedans à 3 points, on est imbattable. Pour moi, on est imbattable. Oui, oui. Bah, comme, j'allais dire comme beaucoup d'équipes, Comme beaucoup mais d'équipes, bon, mais non, comme beaucoup d'équipes, OKC, hein, c'est un degré mais supérieur parce que tu as quand même l'aspect si défensif. les si les Wizards, ils me mettent tout à 3 points, t'inquiète qu'ils sont pas imbattables, hein. Là, ils sont pas imbattables, c'est clair, c'est clair. Mais voilà, Les Wizards qui justement seront le prochain adversaire du tout à fait. Thunder puisque, au niveau de l'adresse, moi j'ai pas grand chose à dire, de plus que ce que tu as déjà dit, et j'en ai déjà pas mal parlé dans l'épisode FAQ. On va attendre même si voilà, Isaiah Joe, je note que visiblement, il est adroit quand il joue à New York. Bah, ça tombe bien, Brooklyn, c'est à New York. Donc, et voilà, c'est à côté. En plus, il pourra jouer les Knicks 4 fois par Heu, an, donc c'est bien. Non, mais blague à part, c'est vrai que surtout Wiggins, puisque parler très rapidement, enfin, juste faire un petit SO à Ron Wiggins, que j'avais beaucoup critiqué justement quand on avait fait l'épisode avec Tom, où on revenait sur le In-Season Tournament. Là, Wiggins, depuis quelques matchs, tu sens qu'il y a un réveil offensivement et qu'il t'apporte sa petite dizaine de points en sortie de banc. Et Joe, on espère que ça va lancer sa saison. Mais voilà, un petit SO à ceux qui ont été souvent retrouvés pas dans les rumeurs de transfert, mais dans les machines, dans les trade machines, et qui ah yes. pour l'instant répondent. Mais ouais, après pour revenir, très rapidement sur le match face aux Knicks, il y a pas grand chose à dire. Tu l'as dit, les Knicks ne voulaient pas jouer. Mmh. On a fait un petit peu comme dans le match, il y a 10 jours. Karl Anthony Towns a été ciblé et Shai il en a vraiment fait, mais de la charpie. Mmh. C'est simple, hein, c'est tout le temps la même chose, hein. Hartenstein vient poser son écran, tu Towns qui drop et Mmh. voilà, Shai s'amuse. Soit il s'arrête à 3 points, soit il s'arrête à mi-distance, soit il va finir au cercle et Towns fait une petite faute et ça fait n-one. Oui. Donc non, franchement, sur les 2 matchs, il a fait ça et sur ce match-là, c'était encore plus flagrant. Il s'est régalé 15 sur 21 avec, un ouh Coup dur. Siri qui s'est déclenché, j'ai pas compris pourquoi. Alors, Oh attention, putain, là, coup dur. oh là là. Mais oui, non, mais du coup, 15 sur 21 au tir, 1 sur 1 à 3 points et c'est, 6 Voilà, sur 6 au lancer ou 7 sur 7 au lancer pour Shai. voilà, parfait et du coup, bien accompagné par Isaiah Joe et J-Dub aussi qui fait un bon match, qui met ses 19 points à 8 sur 16 au tir. Voilà, pas grand chose à rajouter. Défensivement, c'était globalement le même schéma qu'il y a 10 jours. J-Dub a continué à défendre sur Towns qui a fait un peu mal. Brunson a aussi marqué ses points. Dort a été
un peu plus en difficulté que sur le match d'il y a 10 jours. Mais voilà, ça restait quand même très maîtrisé et le run en fin de deuxième quart-temps, je crois qu'on met un 12-0, on en a parlé tout à l'heure. En Mm. fin de premier quart-temps, on met un 12-0 et en deuxième quart-temps, on prend le 17-5. large. Voilà, 17-5, on prend le large et les Knicks reviennent jamais. On a quand même senti chez les Knicks un manque de confiance, euh, notamment chez Michael Bridges qui nous avait fait mal il y a 10 jours, mais qui là est à 0 sur 9 et à 0 sur 7 à 3 points. Mm. 0 points. Voilà, pas loin pas loin du 5-0, hein. Il fait que 2 passes et un rebond. Voilà, Tony Snell a failli être jaloux. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais effectivement, tu peux pas. Enfin, quand tu as un titulaire du côté des Knicks qui passe à côté, c'est clair que c'est pas le banc qui va leur permettre de rester dans le match. Mais voilà, rien à rajouter sur le match face aux Knicks. On va parler des 4 prochains matchs pour OKC, puisque d'ici les 4 prochains matchs, on sera officiellement à la mi-saison. Je pense même qu'on peut potentiellement inclure le match face aux Nets, puisque c'est un samedi à 1 heure du matin. Non, c'est un dimanche à 1 heure du matin. Donc, ce sera potentiellement le match avant un éventuel bilan de mi-saison. Donc, les 5 prochains matchs pour OKC à Washington, à Philadelphie, réception de Cleveland, back-to-back après Cleveland, tu vas à Dallas et réception de Brooklyn. Charlie, après 42 matchs, OKC est en 31-6. Je veux que tu me donnes le bilan du Thunder après 42 matchs. Sachant que là, on est en. Attends, ça fait combien? 31-6. Bah, On du est en coup, faut, 31-6 t'as et 5 matchs en plus, quoi. je pense qu'on est en 35-7. Ah, donc ça perd un match sur les 5 Ça perd prochains un matchs. match pour moi. Je pense qu'en fait, entre le match, les Cavs, j'espère vraiment qu'on prend la revanche. Mais je pense que tu vois, tu peux te donner à fond contre les Cavs et le fait que ce soit un back-to-back contre les Mavs, certes ils sont blessés, mais je sais pas, les Mavs, moi ça me fait toujours un peu peur. Donc je pense que tu laisses un match, en route. Après, il y a aussi les Sixers, ça peut être match piège. Si On Embiid est là, ouais. Voilà, si Embiid est là, on sait jamais avec cette équipe, même si ils peinent quand même à retrouver leur forme et à remonter. Ouais, moi je pense que tu perds un match. Après, j'espère évidemment qu'on finit en 5-0 et que du coup la mi-saison serait de 34, non, 30, 36-6. 36-6. Voilà, Ça avec un serait peu beau. plus de la mi-saison, mais du coup Ça serait 35-6 beau. à la Ça mi-saison. serait beau. Ça Ça serait serait beau. pas mal. Ce serait un petit rythme de 70 victoires, une petite saison à 70 victoires en termes juste de pace Facile. pure. Ouais, Facile. honnête, honnête. Mais allez, pour pas passer pour une fois, pour pas passer pour un mec avec trop de confiance, je vais dire 35-7 comme toi. Pour pas dire 36-6. Ouais, mais le 36-6 est totalement réalisable. C'est vrai que le match à Philly, je fais attention parce que même Mm. si Philly vient de perdre face aux Pels alors qu'il y avait personne à domicile, si Joel Embiid est là, c'est pas la même équipe. Et en plus, Philly a cette fâcheuse tendance que j'appellerais la OKC 2018 aiguë, c'est-à-dire de sortir les doigts dès qu'il y a une grosse équipe qui se ramène. On l'a vu au Christmas Day face à Ouais, Boston. Philly, dès qu'il y a une grosse équipe, ils ont c'est plutôt vrai. tendance à sortir les doigts. Donc je reste prudent, même si OKC part favori, hein, faut pas déconner non plus. Quand Mais même. ouais, j'espère comme toi, j'espère vraiment qu'on va prendre la revanche face à Cleveland pour dire, hey, Cleveland, vous avez Ouais, vu, un partout, c'est ça quand même. un C'est ça quand même. partout, chacun a Puis, pris un match à domicile, ouais, on se revoit ouais. potentiellement au mois de juin, et puis voilà. Oh, attention, à l'Est, ils sont pas Non, mais sortis, hein. en mode wink-wink, en Oui, non, disant, mais oui, oui. allez, un Oui, oui, non, partout, mais oui. si jamais on Ouais, se mais retrouve, ce sera au mois de sauf juin. qu'en juin, il y aura un joueur en plus et ça va pas être la même histoire. C'est clair. Enfin, on espère, parce que encore une fois, c'est pas une garantie. Evan Mobley fait encore des cauchemars de la saison dernière, hein. Ouais. Bah, Du c'est pas le deuxième même, match de la saison, c'était fou. c'est Mais oui, pas le c'est même pas le Evan même Mobley. Evan Mobley et c'est pas le même coach en face. Ouais. Surtout. Mais voilà, c'est clair que en fait, là, t'as 3 matchs pour moi que tu dois gagner. Washington, Philadelphie et Brooklyn. Et t'as 2 matchs Ben que j'ai oui. pas envie de perdre avec Ouais, Cleveland et avec Dallas. c'est ça. C'est un peu Mais voilà, mon raisonnement. je pense qu'on en perd un, mais j'espère qu'on prend les deux. Mais en vrai, si je devais choisir, je préfère prendre les Cavs et laisser les Mavs, quoi. Oh non, tu perds à Dallas avec la magie noire depuis chez Washington. Il y a personne en Ouais, mais plus. Il y a t'es en pas back-to-back. Kyrie. Ouais, Il c'est y a vrai que pas ça fout le seum. Luka. Ouais, mais t'as la revanche face aux Cavs. Ouais, mais bon, on verra ça, on verra ça. Mais de On toute verra façon, ça. on aura l'occasion d'en reparler très prochainement.
Et merci à tous d'avoir été jusqu'au bout de ce long épisode une nouvelle fois. On a fait le tour, un tour d'horizon assez complet sur les 4 derniers matchs de KC. Bien évidemment, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher des petits pouces, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire, effectivement, pour le référencement, ça aide toujours un petit peu. Abonnez-vous partout, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, allez follow la chaîne sur Twitch. Charlet, merci beaucoup Et d'avoir c'est moi participé qui te au remercie. podcast. Bon, non, non, merci à toi et puis, on se retrouve, bientôt, très bientôt. Profitez jusque là des matchs du Thunder. Portez-vous bien. Salut! Salut tout le monde!